Alors, il est député européen, fondateur du mouvement La France Insoumise. Il est candidat à l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon est l'invité du supplément. Bonjour. Bonjour, c'est pas au poignet. Bienvenue. Bonjour. Après les attentats de Paris, Jean-Luc Mélenchon, vous disiez que les terroristes voulaient nous diviser et je vous cite que notre premier devoir était un devoir d'amour. Après les attentats de Bruxelles, vous avez écrit « La haine contre les meurtriers est saine. De l'amour à la haine ». Non, parce que vous avez pris les deux citations, elles vont ensemble. Je pense qu'il ne faut pas culpabiliser, pour les gens qui tiennent mon raisonnement. Mon raisonnement, c'est qu'on a affaire à un ennemi. Il frappe avec des objectifs. Et c'est ces objectifs qu'il faut mettre en échec. Leur objectif, c'est de couper la société en deux. D'abord, se faire peur à tout le monde, mais ce n'est pas le plus important pour eux. C'est d'arriver à couper la société en deux, avec d'un côté les musulmans qui seraient en quelque sorte ralliés à leur cause, ce qui n'est pas vrai, et de l'autre côté, tout le reste de la société. Donc c'est à ça qu'il faut d'abord faire obstacle. Et il y a un devoir d'amour qui est de dominer la peur qu'on nous instille, dans lesquelles d'ailleurs je me permets de dire que les médias ont une responsabilité accablante. Mais d'abord l'amour ou d'abord la haine? D'abord l'amour, mais si vous tenez ce discours-là, c'est un discours qui est inhumain. Parce que la première chose que ressentent les personnes, c'est de la haine pour les agresseurs. Et il ne faut pas avoir peur de cette haine. Dans mon texte, je dis, la haine, elle est saine parce qu'elle vous permet d'expurger. Et après, je dis, et surtout, il faut revenir. Une fois ça, on respire et on revient à la réflexion. Il faut réfléchir parce que c'est un acte de guerre et il faut le mettre en échec. Et on va le faire avec vous tout au long de cette émission. Un mot quand même, vous parliez de la responsabilité des médias. Je crois qu'il y a une façon de faire qui n'est pas responsable. C'est de penser que ça a un intérêt de suivre de minute en minute tout le monde, d'aller se précipiter sur des gens en sang pour leur faire dire quelque chose, des gens traumatisés. Ça propage une peur, une panique qu'on a beaucoup de mal à enrayer. Je pense que quiconque a fait l'expérience de rester devant son écran, ce que j'ai fait un peu pour voir comment ça se passait, c'est terrifiant parce que ça vous envahit par empathie. Il est normal. Je pense qu'il faut faire preuve de réserve, de mise à distance pour permettre à l'intelligence de se développer plutôt qu'à la pulsion et à ce qui vient comme ça spontanément et qui n'est pas bon. J'ai remarqué qu'on m'a dit qu'il y avait des gens que ça rendait malade, ce spectacle de la journée. Moi, je conseille dans ces circonstances, couper la télé, ça ne sert à rien de la regarder. J'espère. Réaction du Bruxellois que vous êtes d'une certaine manière comme eurodéputé. Vous connaissez ces rues, vous connaissez ces stations de métro? Oui, c'est surtout la réaction de cet homme qui m'émeut parce que c'est une très lourde responsabilité qu'il a sur les épaules. Madame Hidalgo a bien senti quand elle lui dit « fais attention à toi, tu fais l'éponge », parce que c'est le devoir de tous ceux qui portent une parole publique, incarnent l'autorité, c'est normal, les gens se tournent vers eux, après tout, c'est normal. Et ils ont un besoin, ils ont un devoir. Et vraiment, je pense que ça montre à quel point c'est pas le moment pour les polémiques politiciennes, les paires de gifles de la cour de récréation. C'est le moment où chacun a un devoir de dignité et de gravité. Devoir de gravité, devoir d'action également. Les politiques sont-ils impuissants face aux terroristes? Vous nous répondrez, Jean-Luc Mélenchon, juste après ça. Le supplément continue avec notre invité Jean-Luc Mélenchon. On a vu ce reportage à Bruxelles, Jean-Luc Mélenchon, et ce sentiment qu'ont beaucoup d'une forme d'impuissance du politique face à cette forme de violence-là. Mais, bien sûr, personne ne peut promettre, sauf à être un menteur, un irresponsable, j'ai vu qu'il y en avait, pour dire, si c'était nous qui étions au pouvoir, par exemple, il n'y aurait pas d'acte terroriste. C'est un pur mensonge. Tant qu'il y a la guerre là-bas... Vous citez Marion Maréchal Le Pen. Oui, Madame Maréchal Le Pen a dit ça, c'est stupide. Et surtout, ça ne prépare pas les gens à ce qu'ils vont devoir affirmer. Nous avons donc un ennemi que nous bombardons là-bas et qui, ici, trouve des gens pour mener des opérations de commando. Donc nous sommes dans un état de guerre dont le principe de base est l'action imprévue. Donc voilà, on ne peut pas savoir où on va être frappé. Par contre, ce qu'on peut faire, on n'est pas impuissant, on a une puissance limitée face à l'acte terroriste. On peut en parler dans un instant, on peut quand même faire beaucoup de choses, mais on a une puissance politique. Si on arrête la guerre là-bas, il est vraisemblable que les attentats cesseront. Mais ici même, on a des moyens de travail. Ce que nous disent les politiques à nous, citoyens, c'est habituez-vous à vivre avec ça. Parce que ça va durer.
Parce que c'est ça maintenant votre quotidien. Qui est-ce qui vous a dit ça? C'est une petite musique qu'on entend, notamment quand on écoute Manuel Valls, le Premier ministre, qui l'a affirmé après le 13 novembre, Bernard Cazeneuve également. Il faut garder son sang-froid. Il y a évidemment des gens qui ont intérêt à créer une ambiance de trauma permanent. Alors comme on a peur, on court dans les bras de papa policier Cazeneuve ou de papa Valls. Tout ça, ça fait appel à des ressorts infantiles et puérils. Mais quand vous dites si la guerre s'arrête là-bas, le terrorisme s'arrêtera ici, c'est aussi simple que ça? Non, il y a d'autres paramètres. Mais commençons d'abord par admettre ce point. La guerre que nous menons là-bas se prolonge ici. Voilà, ça c'est un fait acquis, tout le monde le sait. Les gens qui sont là ne tombent pas du ciel, ni un soir, après avoir lu je ne sais quel livre saint, se lèvent le matin en disant bah, « tiens, aujourd'hui je me fais sauter ». Ça n'existe pas. C'est donc des actions méthodiques qui sont préparées depuis là-bas pour conditionner psychologiquement. Les meurtriers, les assassins que vous voyez là sont conditionnés. Ils ne sont plus dans un état normal. Ils sont donc pris en charge par des réseaux. Alors ces réseaux, nous pouvons les combattre. D'abord en essayant d'assécher leur base. Et quelle est cette base? Eh bien, c'est les personnes perturbées, les voyous, les bandits de grand chemin. Parce que si vous regardez la biographie de tous ces gens-là, il n'y en a pas un qui mérite qu'on s'arrête 5 minutes pour l'inviter à table. Oui. Alors, des diplômés. Il y a donc des conditions psychologiques. Oui. Enfin, excusez-moi, le profil type quand même de ces combattants ou futurs combattants, il est quand même assez varié. Pardon, vous dites quoi? Le profil type de ces combattants. Combattants? Vous appelez ça un combattant? De ces terroristes. Non, de ces assassins. Oui, de ces assassins. Il est quand même varié. On a effectivement certains qui ne sont jamais passés par la case prison. On a certains qui sont des étudiants, certains qui travaillent, qui sont intégrés et qui, du jour au lendemain, rejoignent Daesh. Ça, il ne faut pas le nier quand même. Non, bien sûr. C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Il y a donc un terreau... Vous avez dit qu'il ne faut pas s'intéresser, il ne faut pas se pencher. Alors, je me serais mal exprimé. Je vous présente mes excuses. On m'aura mal compris. Et vous avez permis qu'on aille au cœur. Vous avez parlé de monstres abrutis aussi, après les attentats de Bruxelles. Mais vous voulez que j'appelle comment quelqu'un qui décide d'aller avec une bombe faire sauter de malheureuses personnes qui passent avec des valises pour aller... Comment je vais les appeler? Je vais dire des combattants? Non, mais ce sont des assassins. Est-ce que c'est pas aussi, en disant que ce sont des monstres abrutis, une manière de s'interdire de comprendre le phénomène? Ah, pas du tout, je fais l'inverse. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec l'idée qu'il ne fallait pas comprendre. Que comprendre, ça serait excuser. C'est l'inverse. Ce que nous avons à faire, c'est de comprendre où et comment s'organisent les réseaux terroristes, de manière à les combattre. Oui. Et à ne pas utiliser des méthodes qui nous dégradent nous-mêmes. Parce que si la réponse au terrorisme, c'est d'espionner tout le monde par quartier entier, comme ça se fait, c'est absurde. D'abord parce que la pluie d'informations ne sert à rien. Et en particulier, je veux dire que moi, je crois aux moyens humains. C'est-à-dire, on infiltre, on met des gens, parce que tout ça, ça représente une quantité limitée de gens. Et donc, il est possible aujourd'hui d'infiltrer l'État islamique sur place. C'est un vrai problème des services de renseignement. Ils n'arrivent pas à trouver des militaires ou des policiers qui veulent évidemment vivre avec... Alors, ça, c'est vous qui le dites. Commencez par dire ce qui est. L'État est anémié par les politiques publiques qui visent à réduire l'État. Sans cesse, moins d'État, moins de fonctionnaires. Vous trouvez toujours des crétins pour applaudir en cadence à dire moins de fonctionnaires. Et les mêmes 5 minutes après veulent plus de policiers, plus d'instituteurs, plus de ceci, plus de cela. Donc l'État est anémié. Nous, en France, nous pouvons mener notre bataille dans des conditions exceptionnelles. Parce que, premièrement, nous avons un haut niveau d'éducation. Deuxièmement, nous pouvons rétablir l'enseignement des langues parlées par les terroristes alors que, stupidement, nous les avons supprimées de l'enseignement. Et troisièmement, parce que nous bénéficions dans notre pays d'une volonté de combat. Elle existe, hein. Donc on pourrait. Mais il nous faut du personnel pour ça, les amis. Vous ne pouvez pas tout avoir en même temps. Mais vous avez entendu le maire de Bruxelles dans le reportage de Valentine. Il disait, je le cite, « Nos sociétés ont produit ces criminels-là », parlant de la société belge et de la société française. Oui. Justement, non, vous moi, n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Non, non. Parce qu'à ce moment-là, alors, vous pouvez dire, la société a produit les violeurs. La société a produit les meurtriers d'enfants. La société ceci. Alors, la société... Ça, c'est une manière de déresponsabiliser les gens. Non, ce n'est pas la société. Non. La société, elle a ses défauts, elle a ses torts, parfois monstrueux. L'injustice peut pousser à n'importe quoi. Mais il y a le principe de responsabilité personnelle. Rien ne vous oblige à être un meurtrier. Parce que si tous les pauvres de la religion qui est montrée du doigt se mettaient à tuer, on serait tous morts. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas le cas. Il y a une manière d'expliquer qui n'explique pas. Et puis nous pouvons dire aux meurtriers, parce qu'on ne va pas faire que se disputer entre nous, on peut leur dire, vous ne nous arrêterez pas. Parce que comme l'a dit quelqu'un avec beaucoup d'humour sur une vidéo que j'ai vue sur Facebook, il dit, on va quand même pas aller sur Mars pour vous échapper. Alors si vous nous tuez au sud, on ira au nord. Si vous nous tuez au nord, on reviendra au sud. Mais de toute façon, on va continuer à vivre, parce qu'on n'a pas le choix. Par conséquent, ils ont perdu d'avance. Ils vont nous tuer beaucoup, mais nous finirons par l'emporter.
On va maintenant rentrer dans le dur de la politique et de votre candidature à l'Élysée, Jean-Luc Mélenchon. Mais d'abord, question-réponse 2017. Vous le savez, chaque semaine, nous vous donnons les clés pour mieux comprendre les enjeux de la prochaine élection présidentielle. Le QR 2017 est prêt. Réaction du Bruxellois que vous êtes d'une certaine manière, comme eurodéputé. Vous connaissez ces rues, vous connaissez ces stations de métro? Oui, c'est surtout la réaction de cet homme qui m'émeut parce que c'est une très lourde responsabilité qu'il a sur les épaules. Madame Hidalgo a bien senti, quand elle lui dit « fais attention à toi, tu fais l'éponge », parce que c'est le devoir de tous ceux qui portent une parole publique, incarnent l'autorité, c'est normal, les gens se tournent vers eux, après tout, c'est normal. Et ils ont un besoin ils ont un devoir. Et vraiment, je pense que ça montre à quel point c'est pas le moment pour les polémiques politiciennes, les paires de gifles de la cour de récréation. C'est le moment où chacun a un devoir de dignité et de gravité. Devoir de gravité, devoir d'action également. Les politiques sont-ils impuissants face aux terroristes? Vous nous répondrez, Jean-Luc Mélenchon, juste après ça. Le supplément continue avec notre invité Jean-Luc Mélenchon. On a vu ce reportage à Bruxelles, Jean-Luc Mélenchon, et ce sentiment qu'ont beaucoup d'une forme d'impuissance du politique face à cette forme de violence-là. Mais, bien sûr, personne ne peut promettre, sauf à être un menteur, un irresponsable, j'ai vu qu'il y en avait, pour dire, si c'était nous qui étions au pouvoir, par exemple, il n'y aurait pas d'acte terroriste. C'est un pur mensonge. Tant qu'il y a la guerre là-bas... Vous citez Marion Maréchal Le Pen. Oui, Madame Maréchal Le Pen a dit ça, c'est stupide. Et surtout, ça ne prépare pas les gens à ce qu'ils vont devoir affirmer. Nous avons donc un ennemi que nous bombardons là-bas et qui, ici, trouve des gens pour mener des opérations de commando. Donc nous sommes dans un état de guerre dont le principe de base est l'action imprévue. Donc voilà, on ne peut pas savoir où on va être frappé. Par contre, ce qu'on peut faire, on n'est pas impuissant, on a une puissance limitée face à l'acte terroriste. On peut en parler dans un instant, on peut quand même faire beaucoup de choses, mais on a une puissance politique. Si on arrête la guerre là-bas, il est vraisemblable que les attentats cesseront. Mais ici même, on a des moyens de travail. Ce que nous disent les politiques à nous, citoyens, c'est habituez-vous à vivre avec ça. Parce que ça va durer. Parce que c'est ça maintenant votre quotidien. Qui est-ce qui vous a dit ça? C'est une petite musique qu'on entend, notamment quand on écoute Manuel Valls, le Premier ministre, qui l'a affirmé après le 13 novembre, Bernard Cazeneuve également. Il faut garder son sang-froid. Il y a évidemment des gens qui ont intérêt à créer une ambiance de trauma permanent. Alors comme on a peur, on court dans les bras de papa policier Cazeneuve ou de papa Valls. Tout ça, ça fait appel à des ressorts infantiles et puérils. Mais quand vous dites si la guerre s'arrête là-bas, le terrorisme s'arrêtera ici, c'est aussi simple que ça? Non, il y a d'autres paramètres. Mais commençons d'abord par admettre ce point. La guerre que nous menons là-bas se prolonge ici. Voilà, ça c'est un fait acquis, tout le monde le sait. Les gens qui sont là ne tombent pas du ciel, ni un soir, après avoir lu je ne sais quel livre saint, se lèvent le matin en disant « tiens, aujourd'hui je me fais sauter ». Ça n'existe pas. C'est donc des actions méthodiques qui sont préparées depuis là-bas pour conditionner psychologiquement. Les meurtriers, les assassins que vous voyez là, sont conditionnés. Ils ne sont plus dans un état normal. Ils sont donc pris en charge par des réseaux. Alors ces réseaux, nous pouvons les combattre. D'abord en essayant d'assécher leur base. Et quelle est cette base? C'est les personnes perturbées, les voyous, les bandits de grand chemin. Parce que si vous regardez la biographie de tous ces gens-là, il n'y en a pas un qui mérite qu'on s'arrête 5 minutes pour l'inviter à table. Oui. Alors, des diplômés. Il y a donc des conditions psychologiques. Oui. Enfin, excusez-moi, le profil type quand même de ces combattants ou futurs combattants, il est quand même assez varié. Pardon, vous dites quoi? Le profil type de ces combattants. Combattants? Vous appelez ça un combattant? De ces terroristes. Non, de ces assassins. Oui, de ces assassins. Il est quand même varié. On a effectivement certains qui ne sont jamais passés par la case prison. On a certains qui sont des étudiants, certains qui travaillent, qui sont intégrés et qui, du jour au lendemain, rejoignent Daesh. Ça, il ne faut pas le nier quand même. Non, bien sûr. C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Il y a donc un terreau... Vous avez dit qu'il ne faut pas s'intéresser, il ne faut pas se pencher. Alors, je me serais mal exprimé. Je vous présente mes excuses. On m'aura mal compris. Et vous avez permis qu'on aille au cœur. Vous avez parlé de monstres abrutis aussi, après les attentats de Bruxelles. Mais vous voulez que j'appelle comment quelqu'un qui décide d'aller avec une bombe faire sauter de malheureuses personnes qui passent avec des valises pour aller... Comment je vais les appeler? Je vais dire des combattants? Non, mais ce sont des assassins. Est-ce que c'est pas aussi, en disant que ce sont des monstres abrutis, une manière de s'interdire de comprendre le phénomène? Ah, pas du tout, je fais l'inverse. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec l'idée qu'il ne fallait pas comprendre.
que comprendre, ça serait excuser. C'est l'inverse. Ce que nous avons à faire, c'est de comprendre où et comment s'organisent les réseaux terroristes, de manière à les combattre. Oui. Et à ne pas utiliser des méthodes qui nous dégradent nous-mêmes. Parce que si la réponse au terrorisme, c'est d'espionner tout le monde par quartier entier, comme ça se fait, c'est absurde. D'abord parce que la pluie d'informations ne sert à rien. Et en particulier, je veux dire que moi, je crois aux moyens humains. C'est-à-dire, on infiltre, on met des gens, parce que tout ça, ça représente une quantité limitée de gens. Et donc, il est possible aujourd'hui d'infiltrer l'État islamique sur place. C'est un vrai problème des services de renseignement. Ils n'arrivent pas à trouver des militaires ou des policiers qui veulent évidemment vivre avec. Alors, ça, c'est vous qui le dites. Commencez par dire ce qui est. L'État est anémié par les politiques publiques qui visent à réduire l'État. Sans cesse, moins d'État, moins de fonctionnaires. Vous trouvez toujours des crétins pour applaudir en cadence à dire moins de fonctionnaires. Et les mêmes 5 minutes après veulent plus de policiers, plus d'instituteurs, plus de ceci, plus de cela. Donc l'État est anémié. Nous, en France, nous pouvons mener notre bataille dans des conditions exceptionnelles. Parce que, premièrement, nous avons un haut niveau d'éducation. Deuxièmement, nous pouvons rétablir l'enseignement des langues parlées par les terroristes alors que, stupidement, nous les avons supprimées de l'enseignement. Et troisièmement, parce que nous bénéficions dans notre pays d'une volonté de combat. Elle existe, hein. Donc on pourrait. Mais il nous faut du personnel pour ça, les amis. Vous ne pouvez pas tout avoir en même temps. Mais vous avez entendu le maire de Bruxelles dans le reportage de Valentine. Il disait, je le cite, « Nos sociétés ont produit ces criminels-là », parlant de la société belge et de la société française. Oui. Justement, non, vous moi, n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, non. Parce qu'à ce moment-là, alors, vous pouvez dire, la société a produit les violeurs. La société a produit les meurtriers d'enfants. La société, ceci. Alors, la société... Ça, c'est une manière de déresponsabiliser les gens. Non, ce n'est pas la société. Non. La société, elle a ses défauts, elle a ses torts, parfois monstrueux. L'injustice peut pousser à n'importe quoi. Mais il y a le principe de responsabilité personnelle. Rien ne vous oblige à être un meurtrier. Parce que si tous les pauvres de la religion qui est montrée du doigt se mettaient à tuer, on serait tous morts. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas le cas. Il y a une manière d'expliquer qui n'explique pas. Et puis nous pouvons dire aux meurtriers, parce qu'on ne va pas faire que se disputer entre nous, on peut leur dire, vous ne nous arrêterez pas. Parce que comme l'a dit quelqu'un avec beaucoup d'humour sur une vidéo que j'ai vue sur Facebook, il dit, on va quand même pas aller sur Mars pour vous échapper. Alors si vous nous tuez au sud, on ira au nord. Si vous nous tuez au nord, on reviendra au sud. Mais de toute façon, on va continuer à vivre, parce qu'on n'a pas le choix. Par conséquent, ils ont perdu d'avance. Ils vont nous tuer beaucoup, mais nous finirons par l'emporter. On va maintenant rentrer dans le dur de la politique et de votre candidature à l'Élysée, Jean-Luc Mélenchon. Mais d'abord, question-réponse 2017. Vous le savez, chaque semaine, nous vous donnons les clés pour mieux comprendre les enjeux de la prochaine élection présidentielle. Le QR 2017 est préparé. Qu'est-ce qu'il veut dire, Philippe Poutou, quand il dit que vous êtes dans un autre monde? Je pense que lui, il est clairement, c'est un militant de l'extrême gauche, c'est un militant de terrain, un ouvrier. La il est d'extrême gauche. Hein. Alors, oui, mais moi, je ne suis pas d'extrême gauche, donc pour lui, je suis dans un autre monde. Il me reproche de dire la France, oui, c'est vrai, il a raison. Parce que j'aime ma patrie et que je crois à tout ça. Ah, c'est ça qu'il vous reproche? Oui, je le connais bien. C'est pas d'être intellectuel, parisien. On a une relation assez amicale, parce qu'on se croise beaucoup dans les luttes. C'est un homme simple. Moi, j'ai de l'estime pour lui. Là, on est en compétition, parce que dans sa vision à lui, une élection, c'est une tribune. C'est-à-dire qu'on vient, on dit son truc, puis on en convainc 3-4, on rentre à la maison et c'est fini. Moi, non, c'est une stratégie de conquête du pouvoir. La démocratie, c'est pas un jeu, c'est pas une tribune. C'est pour conquérir le pouvoir, avec l'idée, ensuite, ce pouvoir, de le transmettre. Vous savez que je vais aggraver les choses, moi, si j'y arrive. Je vais convoquer une constituante et ainsi de suite. Oui. Et c'est vrai qu'on voit Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, peut-être François Hollande, peut-être Nicolas Sarkozy. On prend les mêmes et on recommence. On rejoue 2012. Et alors? Mais où est le renouvellement? Où est la nouveauté? Mais vous n'êtes pas à la télé ni au supermarché. Au supermarché, quand vous entrez, vous aimez que la marchandise ait changé d'emballage. Et peu vous importe que ce soit la même. Là, je joue la constance, c'est important. Moi, ce qui m'amuse, c'est que d'entendre ce reproche à Ali Badou, écoutez-moi, de la part de gens qui étaient déjà là en 2012. Vous étiez déjà un chroniqueur en 2012. Allez-vous-en, on a besoin d'un peu de renouvellement. Et je fais pas de la politique et je suis candidat à aucune élection. Non mais je vous prends vous parce que vous êtes en face de moi. Mais ça me fait rire quand je vois le journal Le Monde dire
Comment on va reprendre les mêmes? Ben oui, vous y étiez aussi. Peut-être que c'est vous qui devriez changer de regard. Mais Pardon, vous monsieur Badou. Vous étiez le premier, non mais très sincèrement, Oui, oui. à applaudir Podemos, à applaudir Syriza, à applaudir plus récemment Bernie Sanders, qui est un nouveau venu sur la scène nationale américaine. Ah, oui, parce que comme sénateur, il est élu depuis 35 ans. Oui, mais c'est sa première candidature à une primaire. Alors moi, j'en ai fait une de trop, c'est ça que vous voulez me dire. Fallait me le dire la dernière fois. Fallait me dire, ah ben il y aura à choisir entre 2012 ou 2017. Non, c'est pas sérieux. Alors, mais quand on dit que les dites-moi Français quand c'est le souhaitent moment le où je renouvellement... peux répondre. C'est à quel moment où je peux parler? C'est là. Bon. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Vous pouvez monsieur changer aussi. Oui, mais j'ai pas compris ce que vous me dites, Ali. Non, ce que je Badou. vous dis, c'est que les Français souhaitent le renouvellement. Oui. Toutes Ah, mais les ils ont raison. enquêtes d'opinion le disent. Oui, ils ont raison. Ils ont raison. Ah bah oui. Mais on leur offre les mêmes hommes et femmes Mais qui est, à choisir vous pour la croyez candidature qu'on suprême. va à un bureau et on nous dit, bon, alors c'est qui les candidats cette C'est année? Non. le Front National, c'est Lutte ouvrière, Voilà. c'est la Ligue Voilà. communiste révolutionnaire ou le nouveau parti anticapitaliste, Ou le c'est Parti le PS, socialiste. Voilà. c'est Bon. les Républicains. Alors, prenons d'abord le début, comme ça on va mettre de l'ordre. Les gens veulent du renouvellement. Ben, ils ont raison, puisque tout ce qui a été fait n'a pas marché. Je pourrais dire pourquoi ça n'a pas marché, je pourrais même me vanter en me disant, je vous l'avais dit, je vais même expliquer pourquoi ça irait encore plus mal. Et à ce moment-là, on me disait, oh, il est exagéré. Mais vous n'êtes jamais content de rien, monsieur Mélenchon. Comme j'ai fait d'interviews, on me disait, il y a vraiment rien qui vous plaît dans monsieur Hollande? Et moi, je disais, ben non. Ou je disais, c'est pire que Sarkozy. On disait, il est exagéré, monsieur Mélenchon. Et maintenant, c'est moi qui fais figure de modéré parce que mes pierres sont moins grosses que celles des autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut renouveler, monsieur Badou? C'est ça qui est important. Oui. C'est les idées et le programme politique. Comment voulez-vous le renouveler? En changeant. Eh bien, moi, je propose non On change seulement... tout sauf les hommes et les femmes qui incarnent ces idées. Mais j'y viens, nous allons aussi changer ça. Donc voici, si on m'élit, premièrement, c'est un autre programme qui s'applique, et deuxièmement, on fiche tout le monde dehors, y compris moi. Ali Badou, regardez-moi avec le sourire, parce que cette Non, mais je vous chose regarde magnifique... avec de l'étonnement parce que ça rappelle 1789, mais qui est président de la République à ce moment-là? Moi?